Je m'appelle Thomas Lefebvre, et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était le monument bâti à la sueur de mon front et à la stabilité. J'ai 36 ans et je possède ma propre entreprise de rénovation et de plomberie. Depuis le moment où mon réveil hurle à 5 heures du matin jusqu'à ce que je ferme mon camion le soir, mon univers se résume au travail honnête. Le contact d'une clé sur un tuyau rouillé, le ronronnement satisfaisant d'une chaudière que je viens d'installer. Le clic net d'un raccord électrique. J'ai construit cela à partir de rien. Mon père était ouvrier dans une usine qui a fini par fermer, le laissant sur le carreau. Ma mère était serveuse et ne cessait de s'inquiéter pour les factures. J'avais juré de ne jamais vivre ça. Je voulais bâtir quelque chose de si solide, d'inébranlable, que cela puisse résister à n'importe quelle tempête. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Manon. Elle était à un barbecue chez des amis, riant dans sa robe d'été, et elle semblait voir l'homme derrière mes mains marquées par la graisse. Elle appréciait mon ambition, mes longues journées, mes projets d'avenir. Elle était belle, toujours souriante, dotée d'un esprit vif. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous marier. Quelques mois après le mariage, elle a quitté son poste de réceptionniste. Je veux me consacrer à faire de notre maison un vrai foyer, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas posé de questions. Mon salaire suffisait amplement, et l'idée de rentrer le soir auprès d'une épouse qui s'occuperait des petits détails du quotidien me semblait être la récompense méritée pour toutes ces années de labeur. En apparence, notre mariage était une pelouse parfaitement tondue. Nous parlions d'enfants, de notre futur, de voyages que nous n'aurions jamais le temps de faire. Mais c'était la routine qui nous maintenait ensemble. Une chorégraphie silencieuse d'une vie vécue côte à côte. Je faisais des journées de 10 ou 12 heures, et quand je rentrais, elle avait préparé quelque chose à dîner, ou nous avions commandé à emporter. Nos conversations étaient brèves, tournant autour des banalités de la journée. L'intimité physique avait presque disparu, mais je me disais que c'était normal. La vie finit toujours par prendre le dessus. Elle semblait heureuse, et c'était tout ce qui comptait pour moi. J'étais satisfait, moi aussi. Notre maison était l'incarnation physique de ma réussite. Une maison modeste avec 3 chambres dans un lotissement calme en banlieue, ce genre d'endroit où les voisins se connaissent vraiment. Chaque centimètre de cette maison faisait partie de moi. J'avais refait tout le réseau électrique, démonté et reconstruit les meubles de cuisine, poncé et vitrifié moi-même les parquets. C'était mon royaume, la preuve que j'avais vaincu mon passé. Mais ces 6 derniers mois, une petite fissure insidieuse était apparue dans les fondations. Manon était devenue accro à son téléphone, gardant toujours l'écran orienté loin de moi. Quand elle répondait à des messages, son sourire n'était pas pour moi. Il était pour l'écran. Elle a commencé à s'habiller davantage, non pas pour nos rares soirées en amoureux, mais pour ses courses ou ses cours de yoga. Quand je lui demandais ce qu'elle avait fait de sa journée, ses réponses devenaient vagues et distraites, comme si elle me disait ce qu'elle pensait que je voulais entendre. J'ai refoulé mes doutes, blâmant ma propre fatigue. Je lui faisais confiance. Ne pas lui faire confiance aurait signifié admettre que la vie que j'avais bâtie était un mensonge, une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. J'aurais dû écouter mon instinct, car le lendemain après-midi, mon monde entier s'est effondré sur le parking d'un hôtel. J'avais reçu un appel pour une réparation d'urgence dans un hôtel boutique récemment ouvert dans le centre-ville. Un travail qui allait briser l'illusion dans laquelle je vivais. L'hôtel Grand Méridien était tout ce que je n'étais pas. Chrome polié. Opulence silencieuse. Ce genre d'endroit où l'air lui-même semble trop propre. J'ai conduit mon vieux camion utilitaire dans l'aire de service, ma caisse à outils vibrant bruyamment sur le siège passager. Un contraste frappant avec les voitures de luxe garées proprement sur le parking. L'appel concernait une unité
de climatisation défectueuse dans une suite pentouse. Un travail rapide, je pensais en avoir pour 1 heure. Puis, je l'ai vu. La vision m'a frappé avec la force d'un coup physique. Elle sortait d'une BMW argentée, une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, son rire résonnant dans l'air stérile du garage. Ce n'était pas le petit rire habituel de ma femme. C'était un rire libre, léger, que je n'avais pas entendu depuis des années. Elle portait une robe que je ne connaissais pas. Ajustée, d'un vert émeraude profond qui scintillait sous la lumière de l'après-midi. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, son maquillage impeccable. Elle n'était pas habillée pour faire des courses. Elle était habillée pour un rendez-vous. À côté d'elle, un homme se tenait droit, confiant, dans un costume sur mesure. Sa main était posée sur le bas de son dos, ses doigts y reposant avec une familiarité qui me noua l'estomac. Il marchait vers l'entrée principale de l'hôtel, leur corps proche, sa main entrelacée avec la sienne. Mon esprit, dans une tentative désespérée de me protéger, a essayé de rationaliser. Un collègue, un ami, peut-être son cousin, celui de Lyon, que je n'avais jamais rencontré. Mais la façon dont elle le regardait, cette intimité facile dans leurs mouvements, ce n'était pas une amitié. C'était un monde secret dont je ne faisais pas partie. Le monde d'une femme infidèle et de son amant. Je suis resté là, figé, ma caisse à outils semblant soudainement incroyablement lourde. Un poids mort dans ma main. Mon souffle s'est coupé. Je voulais faire irruption, crier son nom pour briser cette petite scène parfaite. Je voulais la traîner par le bras et l'exposer telle qu'elle était, juste là, devant lui. Mais mes jambes ne voulaient pas bouger. Une partie de moi, la partie rationnelle, enterrée sous une vague de rage viscérale, m'a arrêté. Je me suis retourné et je suis remonté dans mon camion. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. Le travail de réparation était oublié. J'ai appelé la réception. Ma voix était un monotone creux, j'ai inventé une urgence familiale. Assis sur ce parking, serrant le volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches, la douleur de la trahison fut rapidement éclipsée par quelque chose de bien plus froid. J'ai pensé à la maison que j'avais bâtie, à l'argent que j'avais économisé, à la vie dans laquelle j'avais versé ma sueur et mon sang. J'ai pensé à tous les mensonges, aux réponses vagues, aux téléphones secrets. Tout s'est mis en place, une terrifiante mosaïque de tromperies. Et puis, la clarté est arrivée. Si je l'affrontais, elle mentirait. Elle me ferait douter de ma propre santé mentale, me dirait que je suis fou, que j'imagine des choses. Elle retournerait la situation contre moi. Et à la fin, elle prendrait la moitié de tout ce que j'avais construit. L'idée de la voir partir avec mon argent durement gagné, ma maison, ma tranquillité d'esprit, c'était une douleur encore plus profonde que la trahison elle-même. Alors, j'ai fait un choix. Je ne dirai pas un mot. Pas encore. Je rentrerai à la maison et j'agirai normalement. Je jouerai le mari aimant et crédule. Et, pendant qu'elle vivrait sa double vie, je rassemblerai tranquillement, minutieusement, chaque élément de preuve. Je montrai un dossier si solide, si accablant, qu'elle ne pourrait pas s'en sortir. Quand le moment viendrait, je ne la quitterai pas simplement. Je la détruirai si complètement qu'elle ne s'en remettrait jamais. J'ai conduit jusqu'à la maison, mes mains fermes sur le volant, mon esprit déjà devenu un champ de bataille stratégique. 2 heures plus tard, quand elle a franchi la porte, son maquillage légèrement estompé, un faux sourire aux lèvres, elle a prétendu avoir déjeuné chez une amie. Je l'ai accueillie dans la cuisine, j'ai souri en retour et j'ai dit, ça sent bon, ma chérie. Je me suis penché pour l'embrasser sur la joue, un baiser fantôme qui était une promesse de guerre. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle
avait trahi était sur le point de devenir son pire cauchemar. Le lendemain matin, j'étais un fantôme dans ma propre vie. J'ai fait le café. Mes mouvements étaient le rituel pratiqué par l'homme que j'étais autrefois. J'ai embrassé Manon pour lui dire au revoir. Ses lèvres étaient douces, inconscientes. Elle m'a fait un petit sourire à moitié réveillé en me voyant partir, le même sourire qu'elle me faisait depuis 4 ans. L'homme qui sortait était une imitation parfaite de Thomas Lefèvre. L'homme à l'intérieur avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus concentré. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé dans un quartier où je ne vais jamais. Une petite rue sale bordée de boutiques de prêt sur gage et de bars. J'ai gravi un escalier grinçant jusqu'à un petit bureau au-dessus d'une boutique, l'air chargé d'une odeur de vieux papier et de poussière. Je rencontrai Ryan Carter, un détective privé qu'un ami m'avait recommandé. Le bureau de Ryan était dépouillé, son visage était la carte routière d'une vie dure. C'était un ancien policier, et ses yeux avaient ce regard las de quelqu'un qui a tout vu. Je lui ai tout déballé, chaque détail déchirant, ma voix plate et sans émotion. Il écoutait, son stylo grattant sur un carnet. Quand j'ai fini, je lui ai posé la seule question qui comptait. Combien de preuves ai-je besoin? Ryan s'est calé dans son fauteuil. Assez. Pour que son avocat ne puisse pas contrer, a-t-il répondu, sa voix aussi sèche que l'air dans la pièce. Photos, vidéos, tickets de caisse, horodatage. On documente tout. Je vais placer un traceur GPS sur sa voiture. Elle est à votre nom, donc on est dans la légalité. Je vais mettre en place des surveillances. Selon la fréquence de ces rendez-vous avec ce type, je peux vous fournir un dossier en béton en 2 à 4 semaines. La compte était élevée. 3 500 €. À verser tout de suite. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti une liasse de billets de mon portefeuille, l'argent que j'avais mis de côté pour une nouvelle chaudière. Cela semblait être un petit prix pour la vérité. Ryan s'est mis au travail. Immédiatement. 3 jours plus tard, il a appelé. Il avait compris son schéma. Elle rencontrait son amant, un promoteur immobilier nommé Jackson Taylor, 2 fois par semaine au Grand Méridien. Parfois, il déjeunait dans des restaurants de luxe que je ne pouvais pas me permettre, même les meilleurs jours. De retour à la maison, la représentation a commencé. La guerre. Silencieuse. J'ai joué le rôle du mari dévoué à la perfection. Je l'interrogeais sur ses rendez-vous. Je faisais des compliments sur ses nouvelles tenues. Elle parlait de son cours de yoga, de café pris avec des amis. Chaque mensonge qu'elle racontait, chaque faux sourire, chaque « je t'aime » était un clou supplémentaire dans le cercueil de notre mariage. Le plus dur n'était pas la colère. C'était la solitude. Je ne pouvais le dire à personne. Je ne pouvais m'appuyer sur aucun ami ou crier contre un frère. Je devais être fort, fonctionnel et confiant. La nuit, couché dans le lit à côté d'elle, je fixais le plafond, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison, un étranger dans ma propre peau. 3 semaines plus tard, Ryan a livré la marchandise. L'épreuve était dans un dossier, un paquet épais de vérités froides et dures. Des photos de Manon et Jackson entrant dans des chambres d'hôtel, leurs mains entrelacées. Des horodatages prouvant qu'elle était là pendant des heures, une vidéo floue. 2 s'embrassant dans sa voiture, leurs têtes proches, leur corps formant une seule silhouette intime. Et une pile de reçus de sa carte bancaire, les hôtels, les dîners, même l'achat d'un collier en diamant que je l'avais vu porter la semaine dernière. L'épreuve n'était pas seulement la confirmation de sa trahison. C'était la carte de ma stupidité. J'ai ressenti un mélange étrange de justification et de tristesse profonde. Le soulagement de connaître la vérité se mêlait au chagrin d'une vie bâtie sur un mensonge.
Avec les preuves en main. J'ai pris un autre rendez-vous. Mon prochain arrêt était un cabinet d'avocats. Un gratte-ciel poli qui sentait le succès. Claire Watson, ma nouvelle avocate. Spécialisée en divorce, était une force de la nature. Elle avait la cinquantaine, était habillée avec élégance et avait ce genre de regard qui ne laissait rien passer. J'ai exposé le dossier, les photos, les vidéos, le fait que Manon n'avait pas travaillé depuis 4 ans. Claire a écouté, son expression impassible. C'est du manuel, a-t-elle déclaré, sa voix tranchante et directe. Adultère, dépendance financière, preuve documentée. Dans cet état, nous pouvons exploiter cela pour obtenir un règlement favorable. Elle n'aura pas de pension alimentaire. Vous garderez la maison, votre entreprise, vos économies. Nous allons déposer une demande sans faute pour garder sa propre. Mais nous utiliserons ces preuves pour la pousser à signer rapidement. Je l'ai regardé, ma voix n'était qu'un murmure creux. Quand un léger sourire a effleuré ses lèvres. Dès que vous serez prêt, nous rédigerons les documents. Dites-moi quand je dois lui faire notifier. Je recommande de le faire quand vous êtes présent. Cela vous donne le contrôle de la situation. Nous avons fixé une date à 2 semaines. Assez de temps pour finaliser la paperasse, pour m'assurer qu'il n'y avait pas de fils qui traîne. Assez de temps pour mettre mes affaires en ordre. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec l'odeur de mon plat préféré, des lasagnes. Manon était dans la cuisine, fredonnant avec la radio. Complètement inconsciente. Je savais que c'était la dernière fois que je jouerais la comédie. Bientôt, son mensonge parfait volerait en éclats, et je serais là pour regarder chaque seconde. Dans 48 heures, le mensonge parfait de Manon s'effondrerait, et je serais là pour observer chaque seconde. C'était un mardi soir, un choix délibéré. Je savais que Manon ne rencontrait pas Jackson le mardi. Elle aimait limiter ses rendez-vous à mes jours de travail les plus chargés, généralement les mercredis et vendredis. Elle serait à la maison. Complaisante, installée, sans se douter de rien. À exactement 18h30, j'ai franchi la porte. J'étais calme, anormalement, comme un lac de glace sur le feu. J'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête, ajustant mes répliques. Affinant mon calme. Manon était sur le canapé, les jambes repliées sous elle. Faisant défiler son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux tout de suite. « Salut chérie, comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle marmonné, sa voix paresseuse et familière. Longue, ai-je répondu en posant mes clés sur le comptoir avec un tintement discret. Mais productive. Je ne me suis pas assis à côté d'elle. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le fauteuil de l'autre côté de la pièce, créant de la distance, faisant de ma présence une intrusion. Elle m'a jeté un regard, percevant le manque de chaleur, mais l'a ignoré. Retournant à son écran, j'ai pris la télécommande et changé de chaîne, tombant sur un documentaire animalier. À l'écran, une lionne traquait un zèbre isolé. Ses mouvements étaient lents, méthodiques, inévitables. L'ironie m'a fait sourire intérieurement. J'ai attendu. À exactement 19h, la sonnette a retenti. Manon a froncé les sourcils, détournant complètement son attention de son téléphone. On attend quelqu'un. J'ai gardé mon regard fixé sur la télévision, observant le prédateur réduire l'écart. Pas nous, ai-je dit. Doucement, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Toi. Elle s'est levée, agacée par l'interruption, et s'est dirigée vers la porte. Quand elle l'a ouverte, un jeune homme en costume bon marché se tenait là, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Manon Hall, a-t-il demandé, son ton plat et professionnel. Oui, a-t-elle répondu, sa voix teintée de confusion. Vous êtes notifié. Il lui a tendu l'enveloppe, a fait un signe de tête bref et s'est retiré. Rapidement, se fondant dans le crépuscule. Manon a fixé l'enveloppe,
son visage se vidant de toute couleur. Son calme a commencé à se fissurer immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déchirait maladroitement l'attache. Je l'observais depuis le fauteuil, complètement immobile. Le silence de la pièce n'était ponctué que par le narrateur du documentaire décrivant la frappe mortelle finale de la lionne. Elle a sorti les documents. Ses yeux ont scanné la première page. Divorce en lettres grasses. Puis, divergence. Irréconciliable. Puis son regard est tombé sur le dos du dossier où Claire, mon avocate, avait astucieusement agrafé quelques photos de preuves. Sélectionnées. La couleur a quitté son visage, la laissant pâle et creuse. Puis le sang est revenu en une vague violente, rendant ses joues cramoisies. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était un murmure fragile, le dernier souffle de son déni parfait. Je me suis enfin penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. C'est exactement ce que ça semble être. Je suis au courant pour Jackson. Je connais le grand méridien. Je sais tout de chaque déjeuner, de chaque mensonge, de chaque fois que tu es rentré en sentant le parfum d'un autre, en prétendant que tu étais au yoga. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, incapable de former une défense cohérente. Elle a regardé les photos. Elle et Jackson, indéniable, net, clair comme le jour, entrant dans l'hôtel, s'embrassant passionnément sur le parking. Thomas, ne le fais pas, je l'ai interrompu, ma voix froide. Stable, sans aucune trace de la rage qu'elle attendait. Ne m'insulte pas avec d'autres mensonges. Tu as épuisé ta dernière chance de dire la vérité il y a des semaines. Elle a laissé tomber l'enveloppe, les papiers s'éparpillant sur le parquet, et elle s'est effondrée instantanément. Elle est tombée à genoux, les larmes coulant déjà, la mise en scène s'intensifiant. Thomas, je t'en supplie. C'était une erreur. J'étais seul. Tu travailles toujours. Je n'ai pas voulu que ça arrive. Elle a commencé à supplier. Je me suis levé instantanément, m'éloignant de son étreinte frénétique. Tu n'as pas voulu te faire un autre homme dans un hôtel 2 fois par semaine pendant 3 mois. Tu n'as pas voulu utiliser mon argent, l'argent que j'ai gagné à réparer des chaudières et des toilettes pour acheter de nouvelles robes afin de l'impressionner. Tu n'as pas voulu me mentir en face tous les jours. Elle sanglotait maintenant, hystériquement, se tenant la tête. S'il te plaît, on peut réparer ça. Je vais tout arrêter. Je ne le reverrai plus jamais. On peut aller voir un conseiller conjugal. S'il te plaît, Thomas. Je t'aime. Tu m'aimes, ai-je répété, un rire sec et dur m'échappant de la gorge. Tu ne sais même pas ce que ce mot signifie. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pendant que tu étais là-bas? Faire semblant d'être célibataire? J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai bâti cette vie. J'ai fait un geste autour de la maison. Ma maison. Es-tu là? Jeté pour un type avec de beaux costumes et une belle voiture. Je suis désolé, a-t-elle étranglé, sa voix se brisant. Je suis tellement désolé. J'ai fouillé dans ma poche et sorti mon téléphone. J'ai fait défiler le dossier privé que Ryan m'avait donné et j'ai tendu l'écran vers elle. Une vidéo a commencé, un court clip silencieux d'elle et Jackson riant, sa tête reposant sur son épaule. C'est ça, ton désolé? Parce que pour moi, ça ressemble à quelqu'un qui était certaine de ne jamais se faire prendre. Manon s'est finalement effondrée, enterrant son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots impuissants. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, ai-je dit platement, en passant devant elle vers le comptoir. Je veux que tu signes les papiers. Mon avocat te contactera avec les détails. Tu n'auras pas de pension alimentaire. Tu n'auras pas la maison. Tu n'auras rien, à part la chance
De partir discrètement. Elle a levé son visage, trempé de larmes, la peur. Remplaçant la culpabilité. Où est-ce que je suis censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu en attrapant ma veste. Peut-être que Jackson t'accueillera. Ou peut-être que tu trouveras comment faire, comme moi. En travaillant. J'ai attrapé mes clés. Je dors chez un ami ce soir. Je veux que tu sois parti d'ici à la fin de la semaine. Prends tes vêtements, tes affaires personnelles, rien d'autre. Si tu prends un seul centime ou un seul objet qui est à moi, je porterai plainte pour vol. Et j'ai les reçus pour tout ce qu'il y a dans cette maison. Thomas, s'il te plaît. Je me suis retourné. Une dernière fois, mes yeux rencontrant les siens, dépourvus de toute connexion. De tout regret. C'est fini, Manon. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Je suis sorti, le bruit de la porte d'entrée se fermant, coupant court à ses sanglots. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'encadrement de la porte éclairée. Une petite silhouette brisée contre le royaume qu'elle avait perdu. Pour la première fois depuis des semaines, la tension a quitté ma poitrine, et j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Elle était hors de ma vie. Mais l'homme qui l'avait aidé à me trahir, Jackson Taylor, marchait toujours comme s'il n'avait rien fait de mal. Ça, c'était sur le point de changer. 2 semaines après que Manon eut quitté la maison, le divorce était en grande partie réglé. La maison était à moi. L'entreprise était sauve. Mon avocate, Claire, avait utilisé les preuves comme un scalpel, laissant Manon avec rien d'autre que ces quelques cartons de vêtements et l'humiliante honte de la défaite. Les papiers étaient signés, la menace d'une exposition publique étant suffisante pour l'empêcher de contester le règlement. J'aurais dû ressentir la paix, mais le vide silencieux de la maison ne suffisait pas. Une brûlure froide et familière persistait dans ma poitrine. Ce n'était plus à propos d'elle. C'était à propos de Jackson Taylor, l'homme qui était entré dans ma vie comme un boulet de démolition, qui avait profité des fruits de mon travail et de ma confiance. Et qui était maintenant de retour dans son bureau poli, conduisant sa BMW argentée, concluant des affaires et vivant sa vie aisée comme si de rien n'était. Il n'avait pas perdu un centime. Il n'avait pas ressenti une once de peur ou de regret. C'était un déséquilibre que je ne pouvais pas tolérer. Je ne voulais pas son argent. Je ne voulais pas qu'il soit arrêté. Je voulais juste qu'il sache, physiquement et irrémédiablement, que certaines actions entraînent des conséquences que les avocats et le papier ne peuvent pas effacer. Je ne suis pas un homme violent. J'ai bâti ma vie avec des clés de plombier, pas avec les poings. Mais je connaissais aussi quelques gars de l'époque où je balançais le marteau sur les chantiers, des types qui opéraient en dehors du monde légal et propre que je m'étais construit. J'ai appelé Owen, un ancien marine qui assurait désormais la sécurité dans un club du centre, et Dylan, un mécanicien silencieux, avec une longue mémoire pour les rancunes et un solide code de loyauté. Je l'ai rencontré dans un bar miteux près de l'autoroute. Je n'ai pas joué la victime. J'ai juste exposé les faits autour d'une bière bon marché. Ce type a couché avec ma femme pendant des mois, l'a aidé à me mentir. Il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je veux qu'il comprenne qu'il y en a, Owen et Dylan ont échangé un regard entendu. Owen a parlé le premier, sa voix rocailleuse, on ne tue personne, Thomas. Je ne veux pas qu'il soit mort, ai-je confirmé. Je veux juste qu'ils se souviennent de cette semaine pour le restant de ses jours. Ils ont fait leur devoir. Jackson avait une routine de fitness prétentieuse, une marche rapide tardive dans son quartier aisé 2 fois par semaine, généralement vers 22 heures, probablement pour équilibrer le scotch qu'il buvait. 3 nuits plus tard, nous attendions. Nous étions garés à 3
rue de là, surveillant le signal GPS sur le téléphone de Dylan, qui suivait son itinéraire. Jackson est apparu comme prévu, sa posture arrogante même de loin. Des AirPods dans les oreilles, enfermé dans sa propre bulle d'autosuffisance. Il a pris un raccourci par une ruelle étroite et peu éclairée entre un pressiné. Une épicerie fermée. Un mouvement stupide pour un homme de sa catégorie fiscale. Quand il était à mi-chemin, Owen, Dylan et moi sommes sortis des ombres, bloquant son chemin. Jackson s'est arrêté, retirant un AirPod, l'irritation brillant dans ses yeux. « Je peux vous aider, les gars ?» Je me suis avancé, mes mains profondément enfoncées dans mes poches. Mon cœur battait la chamade. Mais ma voix était stable. Jackson Taylor. Son expression a changé. Confusion, puis une lueur de reconnaissance écœurante. « Je vous connais ? » « Pas encore, » ai-je dit. « Mais tu connais ma femme, Manon Hall. » La couleur a instantanément quitté son visage. L'arrogance a disparu, remplacée par une peur primaire. Il a fait un pas nerveux en arrière, ses yeux dardant vers l'entrée de la ruelle. « Écoutez, mec, je ne veux pas d'ennui. »« Moi non plus, » ai-je répondu, ma voix dangereusement douce. « Mais tu m'en as donné quand même. » Ce qui s'est passé ensuite fut rapide, brutal et totalement silencieux, à l'exception des grognements d'effort et du bruit sourd des os contre la chair. Owen a frappé le premier, un coup de poing sec et percutant qui a atterri directement dans l'estomac de Jackson, lui coupant le souffle et le faisant plier. Dylan a suivi, un coup de pied vicieux dans les côtes qui a fait tomber Jackson à genoux. Il a essayé de se recroqueviller, couvrant sa tête, mais il faisait face à trois hommes qui savaient utiliser leur poids. Nous n'avons utilisé aucune arme, pas de batte, pas de couteau, juste les poings, les bottes et le genre de violence calculée qui laisse des marques mais s'arrête avant des dommages permanents. Ils se sont concentrés sur ses côtes, ses bras, ses jambes. Ils n'ont rien cassé, mais ils se sont assurés que tout serait atrocement douloureux pendant le mois suivant. Je suis resté en retrait, les bras croisés, regardant mes deux associés administrer la justice que le système légal ne pouvait pas rendre. J'ai regardé Jackson halter et gémir sur le trottoir sale, saignant de sa lèvre fendue, ses yeux écarquillés par une terreur absolue. Quand Owen et Dylan ont reculé, je me suis accroupi à côté de Jackson, qui se tenait les côtes en goûtant son propre sang. Tu pensais que tu pouvais juste entrer dans la vie d'un autre homme et prendre ce qui n'était pas à toi. Ai-je murmuré. Je m'assurais que le message soit la dernière chose qu'ils entendent. Tu pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences, juste des petits voyages amusants au Grand Méridien. Maintenant, tu sais mieux. Jackson a essayé de parler, mais seul un sifflement est sorti. Reste loin de Manon. Ai-je continué. Reste loin des femmes mariées. Et si jamais tu penses à appeler les flics, souviens-toi que j'ai des photos de toi en train de baiser ma femme, et des vidéos aussi. Je m'assurerai que tous ceux avec qui tu travailles, tous ceux dans ton précieux cercle social, toute ta famille, les voient. Je détruirai ta carrière et ta réputation plus vite que tu ne peux conclure un contrat. Tu comprends? Il a hoché la tête faiblement, les yeux baignés de larmes. Je me suis levé, et fait signe à Owen et Dylan, et nous sommes sortis de la ruelle. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que j'avais franchi une ligne, une frontière morale définie. Mais en rentrant chez moi, une satisfaction sombre et lourde s'est installée en moi. La justice, ai-je pensé, a parfois besoin d'un coup de pouce. La tempête était terminée. Maintenant, je devais découvrir quel genre d'homme j'étais devenu. 6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'étais dans cette ruelle, regardant Jackson Taylor apprendre le prix de son arrogance. 6 mois depuis que j'ai tourné le dos à l'homme brisé, aux promesses rompues et à la satisfaction tranquille d'une dette remboursée.
Le divorce a été finalisé il y a 3 mois. La paperasse, propre et définitive, confirmait que la maison, l'entreprise et chaque dollar que j'avais gagné étaient sans équivoque les miens. Claire avait fait son travail à la perfection. La menace d'exposer l'infidélité de Manon devant le tribunal et sa famille était plus qu'assez de levier. Elle a signé sans un gémissement, emportant les vêtements avec lesquels elle était venue et le goût amer de la défaite. Mon entreprise, ironiquement, prospérait. C'était comme si l'univers récompensait mon honnêteté, équilibrant enfin les balances. Le focus froid et méticuleux que j'avais mis à planifier la chute de Manon, je l'ai redirigé vers mon travail. J'étais plus fiable, plus concentré, et les entrepreneurs l'ont remarqué, m'envoyant des chantiers réguliers et bien rémunérés. La tempête était passée, et mes fondations, celles que Manon avait essayé de détruire, étaient plus solides que jamais. La vie de Manon, quant à elle, s'était effilochée avec une rapidité prévisible. J'entendais des choses par des connaissances communes. Le genre de ragot qui filtre quand quelqu'un tombe de haut. L'aventure avec Jackson a pris fin dès l'instant où il est sorti de cette ruelle, battu et terrifié. Il n'avait pas voulu d'une maîtresse. Il voulait juste du sexe facile. Sans conséquences. Quand les conséquences sont apparues sous la forme de 3 hommes en colère, il a disparu. Manon a déménagé de l'autre côté de la ville. Elle s'est installée dans un appartement exigu et bruyant d'une pièce avec des murs minces et le sentiment perpétuellement vide de l'échec. Elle travaillait comme serveuse dans une chaîne de restaurants bon marché. J'imaginais ces journées de 10 heures debout, à gérer des pourboires médiocres et des clients impolis. Un contraste frappant avec le yoga tranquille et les déjeuners coûteux, dont elle profitait autrefois à mes frais. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois, des SMS demandant à parler, des emails suppliant pour une fermeture. J'ai ignoré chacun d'eux. Il n'y avait plus rien à dire. Ça, fermeture, c'était la vie qu'elle vivait maintenant. J'ai croisé Jackson une fois, un accident inévitable à une station-service un vendredi soir. Il portait un manteau cher, mais il portait son corps différemment maintenant. Il marchait avec une légère boiterie, presque imperceptible, le fantôme de la douleur qu'Owen lui avait infligé. Il payait son essence quand il m'a vu debout près d'eux. La pompe. Nos yeux se sont rencontrés pendant peut-être une demi-seconde, et la couleur a instantanément quitté son visage. Sa bouche est devenue sèche et ses yeux se sont élargis avec une peur nue et paralysante. Il a fourré sa carte dans son portefeuille, a abandonné la pompe et est parti rapidement. Il vivait avec. Tout comme je lui avais dit qu'il le ferait. Il s'en souvenait. Quant à moi, l'homme qui a émergé de cette guerre silencieuse n'est plus le même homme doux qui croyait en une vie parfaite. Je suis plus méfiant maintenant, plus prudent. Avec ma confiance. Peut-être que je suis cynique, mais je préfère appeler ça de la sagesse acquise dans le caniveau. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. Il y a quelques mois. Olivia. Elle travaille à la caisse du supermarché local. Près de mon atelier. Elle est gentille, terre à accent grave terre, et elle fait ses propres longues journées. Elle apprécie l'honnêteté et une vie confortable et prévisible. Nous prenons notre temps. Elle connaît les bases, que mon ex-femme m'a trompé et que ça a mal fini, mais je garde les détails les plus sombres de ce règlement de compte verrouillé. Cette partie de ma vie, celle impliquant la ruelle et la rage froide et concentrée, ne m'appartient qu'à moi. Certaines nuits, quand je suis seul dans cette maison, ma maison construite de mes mains, je m'assois en silence et je pense à tout. Je ne regrette pas mes choix. Ni la surveillance, ni le divorce, ni même la nuit dans cette ruelle. J'ai protégé ceux qui étaient à moi, et je me suis assuré que les personnes qui ont essayé de me le prendre en paient le prix personnel. Peut-être que pour certains, cela fait de moi un méchant, mais je dors très bien.
Parce qu'à la fin, la justice a été rendue, non par un système qui récompense la tromperie, mais par un homme qui s'est enfin défendu. Et maintenant, enfin, je suis libre.